oui, ça il est là. Donc expérience 3, je disais, document 3, on peut faire ça avec, de la matière et en fait, ça au niveau de la matière, l'explication elle est, eh beh, sacrément bizarre. Ce qu'on obtient au niveau de l'expérience, c'est sacrément bizarre. Et je trouve que c'est extrêmement bien illustré dans la vidéo de Science Étonnante pour ceux qui l'ont regardé. C'est peut-être plus clair que ce qu'on a dans les documents qui sont là. Mais bon, au final, c'est un truc qui prend un quart d'heure, donc c'est compliqué de vous présenter un document qui fait un quart d'heure. J'aurais pu le présenter, mais bon. Je vous le mets en illustration derrière. Allez go, on reprend les questions une à une et puis je vais faire la correction de tout ça. Alors je vous affiche peut-être la correction, je sais pas, on va voir. Je vais peut-être vous afficher la correction, on va faire ça. Est-ce que je l'ai chargé moi comme un idiot? Activité documentaire. C'est quoi, c'est la correction ça? Oui, c'est ça. Hop, j'arrive. Donc question 1, on nous demandait comment est-ce que j'obtiens les conditions, c'est quand tu veux mon grand. Ok, comment est-ce que j'obtiens la figure d'interférence du document 1? Donc figure d'interférence du document 1, on l'a déjà fait. Nicolas est parti, d'accord. Est-ce que c'est un problème de connexion ou pas? Il m'a peut-être dit un truc. Parce que je vois plus le... Ok, ça marche, Nolwenn, j'essaierai, je vais voir. Impeccable. Donc je reprends, parce que là je vois pas le chat. Donc oui, pour obtenir des figures d'interférence, il faut un laser, une double fente ou un double trou. C'est pareil, nous on l'avait fait avec une double fente. Et puis on obtient, on met un écran. Sur l'écran, en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'on a l'image qu'on avait obtenue tout à l'heure, à savoir, dans un phénomène de diffraction, en fait, on voit des petites franges brillantes et franges sombres qui apparaissent. Donc ça, c'est expérience faite en considérant que la lumière est une onde. Bon, c'est un phénomène qui peut s'expliquer, bonjour Eulalie, phénomène qui peut s'expliquer sans trop de problèmes, en fait, avec la somme des ondes. Alors après, je sais que ce qui vous avait posé un petit peu problème, c'était la différence de marche aussi là-dedans. Bon, on y reviendra un petit peu, je vous remontrerai ça un petit peu à la fin pour vous expliquer les petites questions que vous aurez dans le petit exo à faire pour lundi. Alors, dans l'expérience 2, c'est quoi les conditions expérimentales pour obtenir l'expérience 2? Qu'est-ce qu'on fait en fait dans l'expérience 2? Au lieu d'envoyer plein de photons en même temps, en fait on les envoie un par un. Donc en fait, alors c'est un phénomène, c'est pour ça que les expériences n'ont pas été faites tout de suite, parce que c'est quelque chose qui est compliqué à obtenir. En gros, il faut que vous ayez un atome que vous excitez et qui se désexcite et qui envoie le bon photon enfin pas au bon moment, mais qui envoie le bon photon. Pour faire ça photon par photon, il faut prendre le temps de le faire, et puis il faut surtout avoir un seul atome qui envoie de la lumière, donc c'est une expérience qui est longue à faire, enfin qui est surtout techniquement dure à faire. Mais il n'empêche que quand on fait, alors je vais vous remontrer l'image, hop, je vais rebasculer sur l'autre, tac. Quand on fait cette expérience photon par photon, en fait on se rend compte de quoi? Qu'on obtient des endroits où on a beaucoup d'impact, et puis des endroits où on a beaucoup moins d'impact. Et puis en fait ça paraît être assez régulier, c'est-à-dire qu'on va avoir une zone blanche avec plein d'impact, une zone plutôt sombre avec moins d'impact, une zone forte avec plein d'impact, une zone sombre, une zone forte, une zone sombre, et tout ça c'est séparé de la même distance. Donc on retrouve bien la notion d'interfrange ici. Donc on l'a fait, cette expérience, non pas en considérant la lumière comme une onde, mais en considérant la lumière grain de matière par grain de matière. Et ici, même si on n'a pas exactement la même figure que le document 1, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même figure? Parce qu'en fait, dans le document 1, il y a beaucoup plus de photos qui arrivent que dans celle de l'expérience 2. D'accord? Donc en fait, ce qu'on voulait montrer dans l'expérience 2, c'est que on a quand même des impacts. On voit les impacts. Si on met beaucoup plus de photons, en fait, au final, on n'aura plus que des bandes et on verra pas que c'est issu d'impact de photons. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté l'expérience à ce moment-là. Vous avez des points qui correspondent à l'impact d'un photon à chaque fois. Et là, donc, on peut se contenter de faire juste la conclusion de l'expérience en fait. On se dit, ici, la lumière, elle peut avoir un comportement d'onde, comme dans le document 1, mais on peut aussi considérer que c'est une particule, comme dans le document 2, mais qu'au final, elle a le même comportement. Hein. Quand on a un très grand nombre de photons, ce qui correspond à avoir des photons qui arrivent avec un laser qui sont très nombreux, avoir des ondes en fait qui arrivent, on va obtenir les mêmes résultats, entre guillemets. Donc ça veut dire que la nature de la lumière, c'est pas seulement une onde, ça peut aussi être considéré comme une particule.
Et en fait, ça aide bien la physique, ça, parce qu'il y a des moments où il y a des phénomènes qui peuvent s'expliquer par le fait que la lumière soit une onde, et il y a des phénomènes qui s'expliquent par le fait que la lumière soit considérée comme une particule. Et en fait, ça a levé certaines interrogations qu'il y avait en termes dans la physique, en fait, ça, sur le fait que comment on peut expliquer des phénomènes. Il y a beaucoup de phénomènes qu'on peut expliquer avec la lumière comme étant une onde, hein. Il y en a plein, mais il y en a certains il fallait cette notion de petits grains de matière, de petits grains d'énergie, en fait, de quanta, pour expliquer un phénomène, hein. La transition brusque d'un semi-conducteur dans un panneau photoélectrique, c'est très compliqué d'expliquer ça avec une onde, c'est pas possible. Il fallait considérer que l'onde était un petit grain de matière. Et effectivement, on se rend compte que la lumière, c'est les deux en même temps. Alors ça, c'est une conception qui est dure. Enfin, personnellement, je ne me représente pas cette notion, hein. Une onde, c'est une vague. Et un grain de matière, c'est un point, hein. C'est-à-dire, en gros, attendez, je vais faire un petit dessin. On considère que ça, c'est la même chose que ça. Bah en fait non. Pour, pour moi, c'est pas la même chose. D'accord? Pour le coup, la physique nous dit bah si. La lumière, c'est les deux en même temps. Alors, il y a des petites subtilités, hein, là-dedans. Cette onde-là, là, vous verrez pour ceux qui feront de la mécanique quantique un petit peu plus là, ce truc-là, là, ça va être considéré aussi comme une onde de probabilité de présence. Donc la notion de probabilité de présence, il en parle un petit peu dans la vidéo Science étonnante. Et ce point-là, là, celui-là, là, ici, là, ça c'est quand on fait la mesure, qu'on va localiser, quand on fait une mesure, on va localiser la particule. Et donc on va localiser ça à un endroit donné. C'est-à-dire qu'on va localiser le photon à un endroit donné. Bon, il y a plein de petites conceptions difficiles, mais cette expérience montre que la lumière, elle est à la fois un corpuscule et à la fois une onde. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit? Alors je vais peut-être un peu bidouiller les questions. Hop, si je reviens sur la correction. Excusez-moi, j'arrive. Ça doit être ça. Ici, on nous demande dans la question 3, à quel moment on considère la lumière comme une onde? C'était la document 1. À quel moment on considère la lumière comme une particule? C'est le document 2. Mais en fait, la lumière, c'est les deux à la fois. Et donc, on dit que, on parle, pardon, de dualité onde-corpuscule. C'est ce qui est écrit ici. Et donc, dualité onde-corpuscule, ok, pardon, excusez-moi, j'arrive, dualité onde-corpuscule, ce qui est écrit ici, là. Dualité, ça veut dire que c'est les deux en même temps. C'est une onde et un corps. D'accord? Et c'est pas quelque chose qui est facilement représentable dans sa tête en fait. Et c'est ça qu'il faut essayer d'éviter de faire avec la mécanique quantique, c'est-à-dire essayer de ramener ces phénomènes-là à des choses qu'on pourrait comprendre au point de vue macroscopique. Voilà. C'est compliqué, c'est trop compliqué à faire. C'est-à-dire c'est deux mondes vraiment, alors ils sont séparés entre guillemets, c'est-à-dire que le monde tel qu'on le vit macroscopique, il fonctionne pas du tout comme ça à notre échelle, hein. C'est-à-dire que la notion de quantification d'énergie, ça fonctionne pas comme ça. Par exemple, là, je crois que dans la conférence confinée de Julien Bobroff, il disait que si le fait que les atomes soient quantifiés, on mettait ça au niveau d'une voiture, ça voudrait dire que la voiture, elle peut rouler à 20 km/h, elle peut rouler à 40 km/h, mais elle peut pas rouler à 30 par exemple, à 21, 22, 23, tout ça, ça y est pas. Et donc si on passait d'une vitesse à l'autre, on passerait de 20 à 40 en rien, en un temps toc, c'est-à-dire avec une accélération infinie. Donc c'est des choses qui sont, à notre niveau macroscopique, très difficiles à saisir. Il n'empêche que on peut montrer que une onde, la lumière, est une onde, mais c'est aussi un corpuscule. Bon. Pour la lumière, ça a pas, alors ça a posé certaines difficultés, hein, d'acceptation d'expérience, hein, quand ces lois sont sorties à la fin du XXe siècle, enfin ces théories sont sorties, pardon, à la fin du XIXe siècle, pardon, euh, début du XXe. Ça a posé des soucis, mais en fait, les expériences montraient que certaines choses ne pouvaient expliquer qu'en considérant la lumière comme une particule. Euh, et donc, ça a plutôt été admis assez vite. Par contre, pour ce qui est de la suite, ça devient plus compliqué parce qu'au final, un photon, ce qu'on nous demande dans la question 4, c'est un grain de matière contenant de l'énergie, mais en fait, ce grain de matière, il n'a pas de masse. Un photon n'a pas de masse. C'est juste de l'énergie, en fait. Une onde. Donc, quand on parle de grains de matière, c'est pas exactement vrai en fait. C'est surtout une petite quantité d'énergie en fait. Un petit morceau d'énergie qui se déplace. Et le fait que ce n'ait pas de masse
fait que on peut se dire bon ok, ce truc-là, il a un comportement qui peut être un peu différent d'un objet massif tel une boule de pétanque, quoi. On va pas comparer ça à une boule de pétanque. Sauf que, alors tiens, faut que je vais le préciser tout de suite. Je l'ai mis à la fin de la correction. Fin de la correction sur la page 2. Ah non, pardon, c'est à la fin de la page 1. Donc là, je parle d'Einstein qui lui est parti sur cette notion de lumière. Et puis, il y a écrit ici Louis de Broglie. Alors Louis de Broglie, ça se prononce Louis de Broglie. Va savoir pourquoi, Charles, j'en sais rien, mais ça s'écrit de Broglie et ça se prononce de Broglie, qui est un Français, qui a... lui, s'est pas intéressé à la lumière, mais s'est intéressé à la matière. Et lui aussi a, dans ses expériences de pensée, a dit que si la lumière se comporte à la fois comme une onde et une particule, la matière devait en être autant. Ça devait être en autant de la matière. Donc la matière, typiquement, on s'est intéressé très tôt à une expérience en parlant d'électrons. Cette expérience qui est présentée dans le document 3, qui est là, je vous le remets. Cette expérience, en fait, pendant très longtemps, c'était une expérience de pensée. L'histoire avec les fentes, là, hop, cette expérience-là, là, qu'on obtient au document 3, la réelle expérience avec les fentes et des électrons qu'on envoie, elle n'a été faite que très récemment. La vraie pure, elle était faite en 2013, je crois, ils disent dans Science Étonnante. Avant, on a fait des expériences qui étaient, bon, qui pas rigoureusement les mêmes, on n'avait pas exactement des fentes, mais il n'empêche que c'est des expériences qui ont été d'abord pensées et ensuite qui ont été validées par l'expérience. On a réussi à la faire un jour, à montrer que ce qu'on pensait c'était vrai. Alors, c'est quoi cette expérience? Cette fois, on reprend le même principe que tout à l'heure. On a deux fentes, on a un écran, sauf qu'au lieu d'envoyer de la lumière, on envoie de la matière et on envoie des électrons. Alors pourquoi ça a été dur à faire? Parce qu'envoyer électron par électron, c'était compliqué à faire déjà dans un premier temps, et puis ensuite faire passer dans des fentes. Il fallait avoir des fentes spéciales, des fentes particulières. En tout cas, il fallait que l'environnement autour de la fente soit particulier, donc ils n'ont pas fait ça au début avec des fentes. Je crois qu'ils ont fait ça avec des prismes et des choses comme ça, des doubles prismes. Enfin bon, c'est pas exactement des fentes. Mais l'idée reste, on fait l'expérience. On envoie, à la place d'envoyer de la lumière ou des photons, on envoie des électrons. Des électrons jusque-là, c'était un grain de matière avec une masse, hein. Cette masse, on peut la mesurer, on l'avait déjà mesurée avant. D'ailleurs, on avait parlé un petit peu de ça quand on avait fait la méca que vous aimez bien, hein. Quand on avait fait le mouvement d'un électron entre deux plaques chargées dans un champ électrique. On avait parlé un peu d'une expérience qui avait permis d'obtenir le rapport de E sur M, à savoir E c'est la charge d'un électron sur sa masse, et du coup on a pu trouver la masse de l'électron grâce à cette expérience-là. Il n'empêche qu'on peut montrer, contrairement au photon qui n'a pas de masse, que un électron c'est quelque chose qui a une masse. Et du coup, dans l'image conventionnelle, on a un électron, c'est une particule, une espèce de sphère qui est matérielle. C'est comme si j'envoie une balle sur un mur quand je tire avec un électron, ou c'est comme si je tire une balle avec un fusil. Donc dans l'expérience, dans ce qu'explique le prof dans Sciences Étonnantes, l'intervenant dans Sciences Étonnantes, j'ai oublié son nom, il dit il fait des expériences en considérant les électrons comme étant des balles de fusil qu'on tire à travers à travers une porte, en fait, à travers des fentes. Et ce qu'on attend d'une particule de matière, quand on a une fente, on obtient des électrons qui passent à travers, aucun problème. Lorsqu'on a deux fentes, par contre, on n'a plus un phénomène qui est particulière, mais on observe un phénomène d'interférence. Et donc, dans le document qui est là, le document le plus important, ça va être celui-là. Enfin, le plus important, pas forcément, mais celui-là pour expliquer déjà la première conclusion. C'est-à-dire que vous avez des particules de matière qui, lorsqu'elles vont arriver dans une fente, vont être. Alors, si on considère que c'est de la matière, hein, vont passer dans une fente, et s'il y a une fente à côté, elles vont avoir un comportement différent de s'il n'y a pas de fente à côté. Ce qui est particulier. Quand je tire avec un pistolet sur une fente, qui est une fente à côté ou pas, ça va rien changer à mon tir. C'est-à-dire que je vais toujours tirer dans la première fente, ça va rien changer, puis la balle elle va passer à travers ou elle va être arrêtée par l'écran. Là pour le coup, a priori, si je mets une deuxième fente, ça influence mon électron. Et mon électron au final, il va venir, alors si vous regardez les premiers documents qui sont là, il va venir
a priori sur l'écran de manière assez aléatoire. Hein. Quand j'envoie plein d'électrons là sur la partie que j'ai entourée en bleu, ben on va avoir plein d'impacts aléatoires. Mais en fait, si on fait ça avec un très grand nombre de photons, on se rend compte qu'on retrouve une figure d'interférence. Et cette figure d'interférence, ok Marilou, pas de souci. Ben, je suis en train d'enregistrer ce que je fais. Je vais voir si je peux arriver à vous le communiquer. Après, je sais pas si j'arrive à vous l'envoyer par mail. Je trouverai un système. À bientôt Marilou. Donc, quand on a un très grand nombre d'électrons qui sont passés dans cette expérience, on retrouve une figure d'interférence. Cette figure d'interférence ne peut être expliquée que si on considère les électrons comme étant des ondes. Et c'est là où ça devient compliqué de considérer un objet massif, hein, qu'on connaît, dont on peut mesurer, qu'on peut localiser. Hein. C'est-à-dire que vous faites votre expérience, vous avez un impact d'un électron massif, ben, on peut le localiser, mais considérer qu'il est censé être une onde aussi en même temps. Et ça, c'est compliqué. Et en fait, nous, on va s'arrêter juste au principe de dire, bah, un électron peut avoir un comportement particulier, c'est-à-dire d'une particule, c'est-à-dire si vous l'envoyez sur un écran, vous allez avoir un impact, et peut avoir aussi un comportement d'une onde, c'est-à-dire ici, dans cette expérience, vous voyez très bien que bah, quand on a beaucoup d'électrons au final sur mon écran, on va obtenir un phénomène d'interférence qui peut être expliqué que si on considère un électron comme étant une onde. Donc nous, on s'arrête là en terminale. On a la notion de dualité onde-corpuscule pour les électrons. Ce qu'il faut considérer, ce que vous considérez peut-être plus tard si vous faites un peu de mécanique quantique, c'est qu'en fait, bah, l'électron, il est présent sous forme de ce qu'on appelle une fonction d'onde. Ce qu'on sait, c'est que cette fonction d'onde, c'est un endroit où il est probable de retrouver cet électron. Et cette fonction d'onde, comme son nom l'indique, a les propriétés d'une onde. Et donc, comme elle a les propriétés d'une onde, quand on va arriver sur un phénomène où il peut y avoir un phénomène d'interférence, bah, vu que c'est une onde, il va y avoir un phénomène d'interférence. Par contre, là où ça devient plus subtil, c'est cette fonction d'onde, qui est une réalité qu'on ne peut pas observer. C'est-à-dire que si on cherche à l'observer, si on fait une mesure, eh bien, si je mesure bah, mesure la vitesse de mon électron par exemple, eh ben, la fonction d'onde va disparaître et puis l'électron va prendre son aspect particulier et on va avoir une particule qui a une certaine vitesse. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement concevable pour notre cerveau. C'est des phénomènes physiques et qui sont montrés par les mathématiques, qui sont montrés par les expériences. Mais notre cerveau, étant donné que dans le monde macroscopique tel qu'on le vit autour de nous, hein, je tape sur une table, j'écris au tableau, etc. Je roule dans une voiture. Dans ce monde macroscopique, ces phénomènes-là ne sont pas observables, donc notre cerveau n'a pas évolué dans le sens où on va trouver ce phénomène-là intuitif. Voilà. Tous ces phénomènes-là sont contre-intuitifs, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont vrais. D'accord ? Donc ce qu'il faut retenir de cette activité-là, donc je vais reprendre un petit peu les questions après, hein, mais ce qu'il faut retenir de cette activité-là, c'est que la conception de la matière, elle a complètement changé. C'est-à-dire que, en fait, la matière, qui était bah, des petites particules, hein, les atomes, tout ça, les protons, les neutrons, des choses qu'on connaissait. Alors, oui, je finis ce que je dis, puis après je reviens. La matière, c'est pas seulement des petites particules, ça peut être aussi considéré comme des ondes. Et ça, c'est une révolution absolue dans la conception de la matière. Je voulais dire un petit truc. Oui, quand ces théories sont sorties là, au début du XXe siècle, il faut savoir que l'atome, on ne savait pas ce que c'était. Hein. C'est-à-dire que le noyau, la notion de proton, neutron, tout ça, c'était inconnu. Le noyau, il a été découvert début du XXe siècle par Thomson. Voilà, la présence du noyau, mais que dedans il y avait des trucs, on n'en savait trop rien. Il n'empêche que toutes ces théories-là sont parties de la notion de quantification d'énergie et qui ont ouvert une porte énorme d'une nouvelle physique, qui a encore des travaux qui ont besoin d'être faits hein, dans cette physique-là. Dans toute la physique, on en a besoin, mais dans la physique quantique, il y a encore plein de choses à faire. On va effacer un petit peu les gribouillasses là qu'il y a, voilà, parce que je voyais plus le texte. Alors, si je reprends question par question, donc que représente à la question 5, que représente l'existence des franges brillantes et des franges sombres sur l'image de droite du document 3 en termes de probabilité de présence des particules? Donc, en gros, ça veut dire quoi quand je fais mon expérience avec mes électrons? J'envoie mes électrons un par un, eh bien, je sais que je vais avoir plus de chances de retrouver mes électrons dans cette partie-là que dans cette partie-là. D'accord?
Et donc, en termes de probabilité de présence, tout ce qui est frange brillante ici, c'est des interférences constructives si on s'intéresse à la notion d'onde, hein, et tout ce qui est, donc ce que j'ai passé en bleu là, et tout ce qui est en jaune ici là, c'est des interférences destructives, et donc étant donné que si on considère des électrons comme des ondes, s'ils interfèrent, normalement on doit en trouver très peu ici. Et pour le coup, on en trouve très peu dans cet endroit-là. Hein, quand il se manifeste en tant que particule sur l'écran, bah, il va se manifester là où il a le plus de probabilité de se retrouver. Et c'est là où on rejoint la notion de fonction d'onde dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est la probabilité de présence de l'électron. Eh ben, quand on va prendre la mesure de l'électron, hein, l'écran, en gros, il sert de mesure. Il va mesurer où est l'électron, en gros, c'est ça. Hein. Et ben, il va dire, ben, il va se manifester à l'endroit où il est plus probable d'apparaître. Attention, la mécanique quantique est profondément probabiliste. Sous-entendu, c'est pas qu'on n'est pas bon pour déterminer où est l'électron, c'est qu'on ne peut pas le déterminer avant qu'on ne fasse la mesure. Entre le moment où il interfère avec les fentes et l'écran, si jamais on fait une mesure entre les deux, ben vous perdez cette notion d'onde et vous allez avoir un électron qui va apparaître et sur votre écran, vous n'aurez plus de phénomène d'interférence. C'est au moment où on prend la mesure que l'aspect particulier intervient. L'aspect particulier arrive. Ça, c'est une notion qui a beaucoup travaillé Einstein. Cette notion de matière ou d'état probabiliste. Donc il y avait deux grandes choses il a dites. Il disait que Dieu ne joue pas au dé. Einstein était assez croyant et il disait Dieu ne va pas jouer au dé avec la physique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un phénomène qui est probabiliste. C'est-à-dire que la particule elle existe, elle est là, et elle est là tout le temps, c'est juste un manque de connaissances qu'on avait sur le parcours. Et deuxième chose, il disait qu'il ne concevait pas un monde qui pouvait être, enfin, il ne concevait pas un monde dans lequel une expérience pouvait être influencée par le regard d'une petite souris dans le coin du laboratoire. Sous-entendu, la petite souris venait regarder son expérience en train de se faire et qu'il allait modifier son expérience juste en la regardant, c'est-à-dire en prenant une mesure. Et dans la réalité des cas, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que si au milieu de votre expérience, vous avez vos fentes, vous avez votre écran, si au milieu de votre expérience, entre la fente et l'écran, vous venez mettre quelque chose qui va mesurer la position d'un électron, par exemple, et ben du coup, vous allez la fonction d'onde, en gros, l'idée l'électron pardon, va prendre son aspect particulier et vous n'aurez plus d'interférence sur l'écran. Et sur votre écran, vous retrouverez un phénomène où vous aurez juste des impacts aléatoires d'électrons. Et ça, c'est quelque chose qui est pas du tout évident à assimiler, on va dire, à admettre plutôt, le fait que la mécanique quantique soit profondément probabiliste. J'y reviendrai un petit peu à la fin, mais je m'égare un peu quand je parle de ça. Donc en termes de probabilité, oui, c'est la question 5, on a plus de chances de retrouver les électrons sur les franges brillantes que sur les franges sombres. Sur l'image de gauche du document 3, pourquoi la position d'impact semble-t-elle aléatoire? Est-ce qu'on sait exactement pourquoi, même si tous les électrons sont envoyés de la même façon, ils n'arrivent pas tous au même point du coup? Alors, si tu considères... Alors attends, si je reviens en arrière, c'est une bonne question. Hop, non, pas du tout ça que je voulais faire. Tac. Si on prend une onde, en fait, si l'expérience là, avec les électrons, c'est la même qu'avec les photons. Si tu prends une onde c'est pas, on va dire que c'est pas borné. C'est borné un peu, mais une onde ça prend de la place, ça prend de l'espace. Si tu fais ton expérience avec les électrons en considérant le fait que ce soit une onde, tu vas obtenir la même figure que dans le document 1. D'accord? Ben, ce sera peut-être pas en vert, hein, la couleur que tu vas obtenir, mais dans le document 1, tu obtiens une figure de diffraction. À l'intérieur, tu as des phénomènes d'interférence. Et si tu regardes ta figure de diffraction, tu vas avoir à des endroits qui sont plus brillants que d'autres, hein, au final quand même. Hein. Tu vas avoir l'atténuation de l'intensité lumineuse. Si tu pars du milieu de la figure d'interférence et que tu vas vers la gauche, ben, l'intensité elle diminue. Si tu vas vers la droite, elle diminue aussi. La seule chose qu'on va pouvoir dire, c'est que nos électrons, ils ont une plus grande chance de venir se mettre dans la frange tout au milieu, c'est-à-dire là où il y a le maximum d'intensité. Il n'empêche qu'il y en a certains qui vont se localiser complètement à droite. Alors, on ne sait pas, on est incapable de dire quand tu prends un électron que cet électron-là, il va arriver ici sur la figure, l'électron qu'on va envoyer, on est incapable de dire où il va arriver. En tout cas, ce qu'on sait, c'est juste qu'il va se localiser à un endroit. Et comme c'est de la probabilité, c'est-à-dire que tu as une chance non nulle que ton électron, il soit, comme par exemple, si tu prends le document 1, hein, il y a une chance non nulle que ton électron il soit complètement à gauche, là, dans la partie qui est pas du tout brillante. Et on ne sait pas dire
à quel endroit est-ce que les électrons vont arriver, et on ne sait pas dire pourquoi est-ce qu'un électron est arrivé ici. C'est juste que comme si on considère les électrons comme étant des ondes, et bien forcément à un moment donné, il faut qu'il y ait une figure d'interférence, donc il va y avoir des électrons qui vont arriver un peu partout. Mais on est incapable de dire, pour une particule donnée, ce qu'on va obtenir, où est-ce qu'on va l'obtenir. Et c'est exactement, je crois que c'est ce que j'ai raconté dans la correction, j'y reviendrai. Si tu joues à pile ou face, tu es incapable de dire si ça va être pile ou si ça va être face. C'est-à-dire que tu sais juste que si tu trouves pile ou si tu trouves face, c'est juste de la chance en fait. Tu vas lancer ton truc et puis c'est de la chance. Sauf que ce que tu peux dire, et c'est là où ça devient intéressant quand tu. Enfin, intéressant entre guillemets, ce qu'on appelle la théorie des jeux. C'est pour ça que les casinos sont toujours gagnants sur les joueurs, quoi qu'il arrive. Même s'il y a des joueurs qui gagnent, les casinos sont toujours gagnants. Parce que c'est des phénomènes qui sont probabilistes. Il n'empêche que ça a beau être probabiliste. Tu sais que si tu fais énormément de lancers, tu auras 50% de pile, 50% de face. C'est pour ça que dans les casinos, on ne trouve jamais des jeux on trouve des jeux avec du pile ou face. Si vous prenez la roulette par exemple, vous avez deux couleurs, rouge-noir. Sauf que les gains qui sont associés à un choix de 1 pour 1, 1 pour 2, on va dire, une chance sur deux, bah, du coup ces choix-là, bah, ils rapportent pas beaucoup d'argent. Là où tu pourras gagner beaucoup d'argent, c'est sur des choses où la probabilité que tu obtiennes le bon résultat soit très faible. Si on prend la notion de blackjack aussi, c'est un peu la même chose. Alors, la blackjack, c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut compter les cartes. C'est moins probabiliste que la roulette, par exemple. Mais voilà, donc on arrive. La notion de probabilité, c'est très théorisé en mathématiques. Et donc, il y a plein de notions sur la théorie des jeux qui montrent qu'on peut quand même obtenir des résultats avec des phénomènes qui sont probabilistes. On a certaines certitudes. C'est pareil en mécanique quantique, on a certaines certitudes sur cet aspect probabiliste. On sait qu'on va avoir plus d'électrons dans des franges brillantes que dans des franges sombres. Mais on est incapable de dire pour un électron donné où est-ce qu'il va atterrir. Pareil, tu lances ta boule dans la roulette, tu es incapable de dire où elle va arriver. Par contre, au final, le casino, il a calculé que il avait tant de chances que ça arrive là, tant de chances que ça arrive là, tant de chances que ça arrive là. Du coup, ils vont mettre des gains en fonction de ces chances-là. Pour que eux, au final, s'y retrouvent, hein, gagnent de l'argent là-dessus. C'est le principe. Voilà, et donc la mécanique quantique, elle est un peu régie de la même manière. C'est-à-dire qu'on sait au final où est-ce qu'on a le plus de chances de retrouver un électron. Par contre, on est incapable de dire où est-ce qu'il va arriver en particulier. Voilà. Et ça, c'est pas du tout intuitif. Pas du tout intuitif. Bon, Jean-Michel Percastor, je m'égare. Question 6, je crois que j'ai fait le tour. Attendez, je vais quand même voir ce que j'ai écrit dans la correction, parce que je l'ai plus en tête. Mon joli petit téléphone qui sonne encore. Je l'éteins, pardon. Où est-ce que je l'ai? Ça doit être la correction, c'est ça. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai raconté à la question 6? Question 6, lorsqu'on envoie un électron un par un, on est capable de savoir où ils arrivent, c'est ce qu'on disait, d'où l'impact aléatoire. Si cette expérience est faite avec trop peu d'électrons, le phénomène est juste aléatoire. Par contre, si on prend cette expérience avec un grand nombre d'électrons, on retrouve une figure d'interférence. C'est exactement la même chose avec le pile ou face. On va savoir qu'on aura 50% de pile, 50% de face. Voilà. Et c'est pas simple à comprendre ça, c'est pas simple à admettre hein, que mon photon, mon électron pardon, est-ce que voilà dans la vidéo de Science Étonnante, il a dit que ce qu'on va faire c'est l'électron, on va regarder par où il passe. On regarde par quelle fente il passe. Et le fait de regarder par quelle fente il passe fait que l'onde perd sa capacité d'être une onde en gros, devient une particule et du coup on n'observe plus le phénomène d'interférence. Alors, question 7. J'ai plus la question 7. Si je l'ouvrais ailleurs. Attendez, je reviens. Je vais faire vite. Ce sera plus simple pour moi. Hop. Parfait. La question 7 me dit en quoi ces expériences ont-elles remis en cause notre vision de la matière? Eh ben oui, elles remettent en cause la vision de la matière parce que on a un phénomène qui est. Enfin, je fais n'importe quoi, excusez-moi. On a un phénomène qui est pas du tout prédictible. C'est-à-dire que si on fait cette expérience avec des balles de fusil ou des balles de mitraillette comme dans l'expérience, on est censé obtenir au final quelque chose qui correspond à de la matière. On est censé obtenir l'image de la fente de l'autre côté de la matière. Et pour le coup, même avec quelque chose dont on pensait qu'il était de la matière, eh bien on observe un phénomène qui ne peut être expliqué que si on considère cette matière comme étant une onde. Et ce phénomène là,
a remis en cause la notion de la matière. Et la matière, on se rend compte qu'elle a un côté particulier, c'est-à-dire à un moment donné, quand vous mesurez sur l'écran, vous avez l'électron, il arrive sur l'écran, on mesure sa position, c'est bien une particule, mais pour qu'il arrive à un endroit donné, ben, il faut considérer qu'on a une onde au départ. C'est-à-dire si on veut avoir notre figure d'interférence au final, il faut qu'on considère que cet électron a aussi les propriétés d'une onde. Et donc au même titre que la lumière, la matière peut être considérée comme une particule et une onde à la fois. Et donc on a les deux à la fois et on parle de dualité onde-corpuscule, ce que j'ai écrit ici, là, c'est la même chose pour la matière. Et ça par contre, c'est quelque chose qui était difficile à admettre à un moment donné par certains scientifiques, pour qui c'était pas possible. Il n'empêche que bah, De Broglie, alors on va revenir un peu sur De Broglie après, a même donné une loi qui fait le lien entre ces deux choses-là. C'est ce que je mets en dessous. Des scientifiques comme Einstein ou Louis de Broglie s'accordent à dire que la matière est de nature à la fois corpusculaire et ondulatoire. J'ai remis aléatoire. Alors là, il y a une magnifique faute ici, là, si vous regardez là. Elle est magnifique. Faudrait que je vire le T. Faudrait que vous me viriez le T là. On peut considérer, pardon. Nolwenn, je suis désolé, je vais y aller. Je prends, ok, bah, je vais essayer de faire ça. En tout cas, ça enregistre. Alors, je sais pas si ça donnera quelque chose de valable, mais en tout cas, ça enregistre. Alors, est-ce que ça enregistre toujours la même chose? Je sais pas. Ça doit être ça. Dernière petite question ici. Bah, du coup, Nolwenn, à bientôt, ma grande. Je vous tiens au courant sur le replay que je suis en train de faire, mais bon, on va arriver vers la fin. Il y a 2-3 petites choses que j'explique dans le cours, surtout sur les petites formules que j'ai données. Alors, donc on revient sur la notion de probabilité, c'est ce que je réponds. Bon, je pense que j'ai déjà répondu à cette question, mais si je la reprends dans l'ordre. Donc on parle de phénomène probabiliste dans le texte. Si on a une seule particule, on est incapable de dire à quel endroit de l'écran elle va arriver, hein, parce que ça. Alors, pourquoi on est incapable? Parce qu'au final, ça a quand même pas un comportement de particule normale. C'est-à-dire que vous envoyez votre électron, si c'était qu'une particule, on pourrait suivre son mouvement et ça passe à travers la fente, ça pourrait même aller tout droit. Pour le coup, c'est même pas le cas, ça va même pas tout droit. Donc déjà, il y a ce problème-là. On considère que l'électron, quand il passe dans la fente, il est influencé par le fait qu'on ait une fente, ou qu'on en ait deux déjà, c'est déjà un peu perturbant. Mais pourquoi cette question a pas trop posé de problème au début? C'est juste que cette expérience, c'est une expérience de pensée qui a été faite avant de faire l'expérience réelle. Donc si on a un seul électron, on n'est pas capable de dire où il est arrivé sur l'écran. Par contre, si on prend un très grand nombre d'électrons, on sait qu'on a des très fortes probabilités d'obtenir l'électron en question sur une frange brillante. Mais on n'en est pas sûr. C'est le principe des probabilités, hein. À part quand on a une probabilité de 100%, probabilité de 1. Là, pour le coup, c'est pas le cas, comme de nombreux phénomènes probabilistes. Et la mécanique quantique est profondément probabiliste. Ce n'est pas un manque d'informations qu'on n'a pas, c'est juste que c'est probabiliste. La matière existe sous forme d'une fonction d'onde, et qui est une fonction où on va avoir une plus forte possibilité de présence d'une particule à un instant donné. Si on fait une mesure, par contre, on perd cet état de fonction d'onde et on va obtenir la notion de particule. Donc ça, c'est voilà, une partie du programme qui est pas simple, il me semble, à saisir. Au final, pour ce qui était de choses à retenir, c'était pas hyper compliqué quand même. Il y avait 2 formules à retenir, donc là je vais y revenir. Je vous mets ça, je reprends le chapitre que je vous ai envoyé. Je me suis rendu compte en reprenant mon chapitre que je vous avais dit que je ferais un truc que j'ai pas fait. Alors, je l'ai fait là. Je vous avais dit que je vous mettrais ça là, ce truc là. Ça, je l'ai pas mis dans le fichier que je vous ai envoyé, donc je vais vous le renvoyer avec ça. On avait parlé de la quantification de l'énergie sur le schéma sur l'absorption, je l'avais pas mis. Donc je vous le renvoie, je vous le renverrai. Et donc sur la partie 2 ici, on a fini avec le laser. Alors, bon, l'activité, c'est ce qu'on vient de corriger. Donc, cas de la lumière. Donc on va reprendre une loi qu'on a déjà vue, mais justement maintenant on va essayer de la regarder au vu de ce qu'on a vu précédemment. Je sais pas si c'est français ce que je raconte. Donc l'énergie de la lumière est transportée par des photons qui présentent un aspect particulier et ondulatoire, parfait. Donc l'énergie, on a une loi qui nous dit que l'énergie du photon, c'est H fois mu. Donc mu, c'est la fréquence. Et la fréquence, on sait que c'est C sur lambda. Donc généralement, la loi qu'on connaît, c'est plutôt celle-là. On a ici E est égal à HC sur, enfin celle qu'on connaît, celle qu'on avait vue, HC sur lambda qui est ici. Alors, dans cette loi-là, en fait,
la notion de dualité onde-corpuscule, elle est présente. Alors, je m'explique un peu. Si on prend cette partie-là, là, ici, lambda, c'est une longueur d'onde. Lambda, c'est une longueur d'onde, donc c'est lié à l'aspect ondulatoire de la lumière. D'accord? Une longueur d'onde, ça se mesure sur une onde. Donc là, on considère que la lumière est une onde. Par contre, ici, le E qui est là, cette énergie-là, là, hop, il est lié à la notion de quantification d'énergie. Hein, vous vous souvenez, le quanta, la petite dose d'énergie là qu'on va avoir qui va faire des transitions dans les atomes. Et cette petite quantification d'énergie, elle est liée au fait que qu'on considère la lumière comme étant une particule à ce moment-là, qui est une petite particule, par exemple, qui se déplace. J'imagine une particule qui se déplace et qui a de l'énergie. Alors c'est pour le coup de l'énergie cinétique, mais il y a d'autres types d'énergie. Enfin, n'imaginez pas que c'est de l'énergie cinétique pour le coup, mais il n'empêche que le E qui est là est lié à la capacité qu'a la lumière d'être une particule au même titre qu'une onde, hein, qui est représentée par le lambda qui est là. Donc ça, c'est pour la lumière. Maintenant, si je m'intéresse à la matière, on a dit aussi que, par exemple, les électrons, c'était à la fois de la matière et à la fois une onde. Donc on a aussi le même phénomène qui nous parle de dualité onde-corpuscule. Ça, c'est des termes qui sont importants. Et De Broglie, ce cher français qui était là, bon, il était d'origine hongroise, non je dis peut-être des bêtises, De Broglie qui est là, il a donné une loi. Alors la loi elle est là, et la loi elle est, alors vous connaissez déjà un peu, enfin vous connaissez déjà tout ce qui est là-dedans, cette loi-là. Donc on a le H, donc le H, vous vous souvenez, c'est la constante de Planck, c'est l'outil mathématique que Planck avait utilisé pour essayer de voir, essayer de répartir l'énergie disponible dans un atome. Hein, c'était ça, il avait dit, bah, si je considère que je peux transférer l'énergie que par petits morceaux, bah, ce H là, ça reprend cette notion de petits morceaux. Donc on retrouve dans cette formule le H, constante de Planck, qui est une constante que dans les exos il vous est tout le temps donné. On retrouve, comme tout à l'heure, bah de rien Noah, je finis juste ça et puis je vous file l'exo. T'as quasiment tout vu, éventuellement sur le replay si j'arrive à le mettre quelque part, tu pourras juste regarder la fin. À bientôt Noah. Donc ici, tac, le lambda qui est là. Non, je l'avais mis en bleu tout à l'heure, pardon, j'efface. Le lambda qui est là, eh ben, c'est une longueur d'onde qui va être associée à de la matière, et donc on considère ici qu'on a l'aspect ondulatoire de la matière, et on a le P qui est là, hop, qui est ici, et le P on l'a déjà vu, c'est ce qu'on appelle l'impulsion en physique, c'est la quantité de mouvement. Donc qui réunit la fois le fait que bah, ma particule, c'est comme une boule de pétanque, hein, elle a une masse et puis je peux lui donner une vitesse. Et donc cette notion de quantité de matière, n'importe quoi, de quantité de mouvement, pardon, bah, nous donne accès à cette notion de la particule, la matière, pardon, peut être une particule. Donc quantité de mouvement, ici, c'est relié à l'aspect particulier de la matière. Et donc dans cette formule de De Broglie aussi, on retrouve à la fois l'aspect particulier avec la quantité de mouvement et l'aspect ondulatoire avec lambda. Alors se dire qu'une boule de pétanque, ça a une longueur d'onde, c'est compliqué à saisir, bon, j'exagère énormément, mais qu'un électron a une longueur d'onde, c'est quelque chose qui est pas évident à saisir. Ça remet en cause l'aspect de la matière tel qu'on le connaît. Hein. Et donc dernier petit compliment dans le petit 4 en dessous, on répète que ce phénomène quantique sont des aspects purement probabilistes. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de savoir où sont réellement les choses. Ça c'est des choses aussi, le principe d'incertitude, on n'en parle pas au lycée. Mais le fait que quand vous avez une particule qui est en mouvement, soit vous connaissez sa vitesse, mais vous ne connaissez pas sa position, soit vous connaissez sa position et vous ne connaissez pas sa vitesse. Il y a plein de notions aussi comme ça dans la notion de mécanique quantique, mais en tout cas, ce que vous avez à retenir, c'était juste cette petite partie-là, alors qui nécessite plein de choses. Hein. On a un aspect probabiliste de la mécanique quantique. On a deux petites formules ici qui relient, pour la matière, le P est égal à hc sur lambda, qui nous permet de relier la nature ondulatoire et corpusculaire de la matière. Et l'autre formule que vous connaissiez déjà depuis la première, pardon, hop, là ici, où on avait l'énergie, le quanta d'énergie, la quantité d'énergie qui est reliée au photon, hein, le côté particulier de la lumière, qui est relié à hc sur lambda, avec lambda, la longueur d'onde, qui est reliée à la nature ondulatoire de la lumière. Et donc cette conception de dualité en corpuscule a révolutionné la physique de l'infiniment petit, même la physique en général,
par ses conclusions en fait, par l'ouverture même que ça a eu sur le monde de l'infiniment petit qui est énorme. Ça a eu cette notion de mécanique quantique. Alors pour ceux qui ont eu la curiosité de regarder la conférence confinée de Julien Bobroff, il présente à la fin des atomes, il présente ce qu'on appelle les orbitales atomiques. Et les orbitales atomiques, c'est des choses qui sont utilisées en chimie pour expliquer la structure des molécules. C'est des choses qu'on n'évoque pas, on évoque très 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 peu au lycée. Et c'est pareil, ça a révolutionné la chimie quand on a commencé à travailler sur ces probabilités de présence d'électrons pour trouver quelles sont les interactions possibles dans les molécules et définir les types de liaisons, etc., etc. Ça a révolutionné plein plein de domaines, même si à notre niveau macroscopique, c'est des choses dont on ne se rend pas spécialement compte. Alors, on conclut le chapitre là-dessus. Pour vérifier éventuellement que vous avez un petit peu saisi ou que vous saviez au moins, vous avez un peu compris le principe de ce qu'on a raconté là et que vous savez un peu manipuler des formules, je vous file un exo à faire pour lundi. Alors dans cet exo à faire pour lundi, tiens, je vais vous le montrer là, on aura besoin du phénomène interférence. Parce que justement, ce phénomène interférence, il met en évidence cette notion de dualité onde-corpuscule pour la lumière ou la matière. Et ce phénomène d'interférence, donc si je reprends un peu ce qu'on avait fait avant, pouf, ça c'est mon cours sur les interférences qu'on avait fait. Ce qui va être important que vous ayez en tête pour l'exo, ça va être là, ici, la notion d'interfrange. Alors je ne me rappelle plus s'il est rappelé dans l'exercice, mais cette notion d'interfrange, c'est la distance qu'il y a entre deux franges brillantes ou deux franges sombres. Et justement, cette interfrange va vous permettre de calculer ici une longueur d'onde, la longueur d'onde des électrons, il me semble, dans l'exercice. Donc voilà, c'est juste un petit détail là-dessus. Je vous file à faire ça pour lundi. Pour ceux que je verrai mercredi, alors on va voir là, vous me direz, hein. Pour ceux que je verrai mercredi, étant donné qu'on va déjà peut-être discuter de pas mal de choses mercredi, peut-être sur votre orientation avec Madame Catalino, mais on fera peut-être un peu de physique, je reprendrai l'exo avec vous. D'accord? Et après, pour les autres, je le ferai en live aussi. Je ferai un live avec vous pour le faire. Et je vous envoie ça ce soir. Je vous renvoie le cours avec le petit schéma que je vous avais pas donné là sur l'absorption. Et puis voilà. Je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai bien raconté ma vie là. J'ai raconté du Père Castor tout l'après-midi. J'espère ne pas vous avoir perdu, ce qui est peut-être le cas, hein, ce qui peut être logiquement le cas dans ce chapitre-là parce qu'il n'est pas du tout intuitif. Mais vous allez voir que dans l'exo, normalement, on arrive à s'en sortir avec juste ces petites notions. Le fait que la matière peut être... Kélian, à bientôt, de toute façon j'ai terminé. À bientôt, puis j'envoie le travail. Et donc vous en sortir avec le fait que la matière soit à la fois une onde et une particule, et puis maîtriser le phénomène d'interférence. Donc c'est compliqué à admettre tout ça, mais au final, dans ce que vous aviez à retenir, c'était pas très très dur, en tout cas pas très dur à investir, en tout cas j'espère, et je vous envoie ça à faire. Je vous lâche pour ceux qui doivent partir. Je vous dis par mail là, à tout de suite, ou en tout cas à ce soir. Et puis si je vous ai pas de nouveau en live d'ici là, à mercredi pour ceux que je vois mercredi, avec le plus grand des plaisirs. Je vous souhaite un bon week-end parce que je vous embête pas, je vous embête pas avant le week-end. Et puis je vous dis à bientôt tout le monde. N'hésitez pas, tiens, si vous avez des questions sur tout et n'importe quoi. On est toujours dispo. Au revoir Lali, au revoir Lisette, au revoir Romain, à mercredi Romain. Au revoir Marjorie, Charline, au revoir. Bon week-end à toi aussi Mathieu. Et à mercredi. Ça fait plaisir de dire ça. À mercredi Antoine.